Si je vous dis aujourd'hui que demain vous allez être arrêté de travail parce qu'une machine va prendre votre place. Si je vous dis merci pour vos années de service au sein de l'entreprise et que je vous mets à la porte. Et si je vous dis demain que vous êtes un très bon collaborateur, que vos compétences et vos connaissances sont précieuses, mais que malheureusement, je vais devoir vous laisser partir parce que l'IA prendra votre place. Est-ce que ces trois scénarios vous font quelque chose? Est-ce qu'ils vous touchent? Est-ce qu'ils vous font peur? Ou est-ce que vous vous dites « Oh là là, on n'est pas là ». Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler cet épisode, je me suis rendu compte que ces phrases ne sont plus de la science-fiction. Elles sont dans les têtes des gens, dans les open space, dans les conversations à la machine à café. Bienvenue dans l'épisode 5 de Mesdames, Messieurs les Talents. Je suis Giorgio Frangi et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Pas de façon froide ni technique, mais plutôt d'une façon honnête sur ce que ça fait à nos organisations, à nos managers et surtout sur ce que ça fait à nous, à vous, en tant qu'individu, en tant que talent, en tant que collaborateur. Parce que ce sujet, il nous appartient à tous. C'est quoi exactement l'IA? Alors, ouvrons les bases parce que oui, avant de parler des impacts, il faut savoir de quoi on parle. L'intelligence artificielle, dans sa définition la plus simple, c'est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions humaines. Comprendre un langage, prendre une décision, reconnaître une image, générer du texte. Maintenant, il y a trois termes qu'on confond tout le temps, alors je vais parler vite fait de ces termes. Il y a le machine learning, donc l'apprentissage automatique. C'est la façon dont une IA apprend. Elle analyse des données, elle détecte des patterns, elle s'améliore toute seule. C'est le moteur. Et il y a l'IA générative comme ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc. C'est ce qui crée, qui génère du texte, des images, du code, des résumés, des présentations. C'est la catégorie qui a tout changé depuis 2022. Et c'est celle qui fait vraiment trembler. On distingue aussi l'IA dite faible, qui fait une tâche précise, comme un chatbot qui répond à des questions sur les congés, par exemple. De l'IA forte, comme une machine consciente, capable de tout. Et celle-là, on n'y est pas. Et ça, c'est important à entendre. Ce qui existe aujourd'hui, c'est largement de l'IA faible. Sophistiquée, oui, impressionnante, parfois, mais pas omnisciente. Alors pourquoi est-ce qu'on parle autant? Parce que l'IA, quand elle entre dans une organisation, elle ne change pas qu'un outil. Elle change des façons de travailler, des rapports de force, des rôles. Du côté organisationnel, l'IA peut traiter les volumes de données qu'aucun humain ne peut analyser seul. Dans la finance, par exemple, des chercheurs ont montré qu'elle peut détecter des schémas de fraude invisibles à l'œil nu. Pas parce qu'elle est plus intelligente, mais plutôt parce qu'elle peut croiser des milliers de transactions par seconde. Du côté managérial, elle libère du temps. EDF a déployé un chatbot juridique qui gère les questions récurrentes des collaborateurs, comme les congés, la paye, le réglementaire. Et le résultat, c'est que les juristes peuvent se concentrer sur des dossiers complexes et la Poste a également fait pareil avec ses robots conversationnels RH. Et ça, c'est une vraie libération pour les équipes. Mais voilà ce qui m'a vraiment interpellé dans mes recherches pour cet épisode. Il y a un chercheur, s'appelle Polanyi, qui dit en 1967 une chose qui résonne encore aujourd'hui. We can know more than we can tell. Nous savons plus que nous ne pouvons dire. C'est ça, la connaissance tacite. Ce qu'un expert de 20 ans de métier sait faire, son instinct, ses réflexes, son jugement dans les situations floues, mais qu'il ne peut pas forcément mettre en mots. Et des chercheurs explorent justement comment l'IA peut aider à capturer ces savoirs. Pas pour les remplacer, mais pour les conserver, pour éviter que quand un expert part à la retraite ou part tout court de l'entreprise, son savoir-faire disparaisse avec lui. Voilà une façon de voir l'IA que j'aime, comme un outil de transmission, pas de remplacement. Et maintenant parlons de protection, parce que si l'IA utilise des données, et elle en utilise énormément, il faut des règles.
En Europe, le RGPD encadre ça. Et en février 2025, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié de nouvelles recommandations spécifiques à l'IA. Le message est clair. Les personnes dont les données servent à entraîner des modèles d'IA doivent en être informées. Les algorithmes qui prennent des décisions sur vos collaborateurs doivent être transparents. Ça, c'est la loi. Mais au-delà de la loi, il y a la question éthique. Et c'est là qu'on arrive à l'exemple qu'on ne peut pas ne pas citer. Amazon, leur premier logiciel de recrutement qui traitait automatiquement des CV, favorisait systématiquement les hommes. Pourquoi? Parce qu'il avait appris sur 10 ans de candidature historique et dans le secteur tech, il y avait surtout des hommes. L'IA avait appris les billets du passé et les avait reproduits à grande échelle. Amazon a retiré le système, mais la leçon est là. L'IA ne crée pas les billets, elle les amplifie. Si les données qu'on lui donne sont biaisées, ses décisions le seront aussi. C'est pour ça que de plus en plus d'entreprises mettent en place des chartes d'utilisation de l'IA, des règles claires sur ce que les collaborateurs peuvent faire avec ces outils, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Comment on protège les données sensibles, comment on reste responsable, ce n'est pas qu'un enjeu juridique, c'est un enjeu de confiance entre l'entreprise et ses collaborateurs. Allez, parlons performance, parce que c'est souvent l'argument numéro 1. L'IA va nous rendre plus performants. Et c'est vrai, sur certaines choses. Les tâches répétitives, chronophages, à faible valeur ajoutée. L'IA fait ça très bien. Tri de CV, traitement de notes de frais, réponse aux questions fréquentes, génération de rapports. Vite, sans se fatiguer, sans erreur de fatigue. Et Saint-Gobain l'a expérimenté. Ils utilisent le machine learning pour identifier des talents que les équipes RH n'auraient pas repérés seules. Mais, et c'est important, aucune décision n'a été déléguée à la machine. L'IA propose, l'humain décide. Air France également a testé des systèmes d'adaptive learning pour personnaliser les formations linguistiques de ses collaborateurs. Le système s'adapte à votre rythme d'apprentissage, à votre niveau, à votre disponibilité. Mais voilà ce que les recherches nous alertent aussi. L'IA n'est pas une baguette magique. Dans les RH, les données sont rares, souvent incomplètes, parfois mal structurées. Et un outil IA ne peut pas apprendre sans retour, sans feedback. Or, dans les processus humains, le feedback est lent, complexe, subjectif des fois. Donc oui, à la performance augmentée, mais avec les yeux ouverts sur les limites réelles. Et là, on entre dans quelque chose de plus intime. L'IA ne fait pas que de changer les processus, elle change aussi ce qu'on ressent au travail. Il y a d'abord l'anxiété d'obsolescence, cette petite voix qui dit « Est-ce que je suis encore utile ?» Elle touche tout le monde, les opérateurs, les managers, les cadres supérieurs, les experts. Personne n'est à l'abri. Il y a aussi la résistance au changement, et parfois elle est inconsciente. Des chercheurs ont montré que certains experts freinent volontairement le processus de transmission de leur savoir, pas par mauvaise volonté, mais plutôt par peur. Si je transmets tout ce que je sais à un outil, est-ce qu'on a encore besoin de moi? Et puis, il y a un risque que j'ai trouvé très intéressant dans la littérature, le risque d'uniformisation. Si tout le monde utilise les mêmes outils d'IA, nourris par les mêmes données, les mêmes algorithmes, est-ce qu'on ne risque pas de standardiser la pensée, de lisser ce qui fait la singularité de chaque personne, de tuer l'innovation de rupture, celle qui vient d'une idée qu'aucun modèle statistique n'aurait prédite? Ce sont des questions que les organisations doivent se poser. Maintenant, pas dans 5 ans. Bon, on a parlé des risques, des enjeux. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques outils qui font fait leurs preuves sans promettre la lune. Les grands modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Gemini pour structurer sa pensée, rédiger, synthétiser, préparer une réunion. Ce sont des assistants, pas des décideurs. Il y a les RAG, les systèmes de génération augmentée par recherche,
qui permettent à une IA d'aller chercher des informations dans une base de données interne sans que ces données sortent de l'entreprise, comme chez Orange et leur système Dinutu. C'est la solution pour les organisations qui veulent les bénéfices de l'IA sans les risques de confidentialité. Et il y a aussi les outils de Learning Analytics qui personnalisent les parcours de formation selon le rythme et le profil de chaque collaborateur. Et ce qu'il faut retenir, l'outil ne fait pas tout. La stratégie derrière, oui. On arrive à la partie qui me tient le plus à cœur dans cet épisode. C'est les talents. Elle y a un effet paradoxal sur les talents. D'un côté, elle peut les révéler, faire remonter des profils qui ne cochaient pas les cases du recrutement classique, mais qui ont exactement les compétences cherchées. Des startups proposent aujourd'hui du matching prédictif, sans CV, sans diplôme, basé sur les compétences réelles. Mais de l'autre côté, elle peut aussi fragiliser quelque chose de très humain, l'estime de soi professionnelle. Quand une IA produit en 30 secondes ce qu'on mettrait 3 heures à écrire, certains commencent à se demander mais alors, à quoi je sers? C'est le syndrome de l'imposteur 2.0. Et je veux dire quelque chose très clairement là-dessus. Ce que vous savez, vous, en tant que collaborateur, en tant que talent, votre expérience contextuelle, votre jugement dans les situations ambiguës, votre façon de lire une salle, de sentir qu'un projet va mal, avant même que les chiffres le montrent, ça, aucun algorithme ne peut le reproduire. Parce que c'est de la connaissance tacite. C'est ce que Polanyi a appelé ce qu'on sait, mais qu'on ne peut pas dire. Votre valeur, elle est là, dans ce que vous êtes, pas seulement dans ce que vous produisez. Alors, revenons aux 3 phrases du début de cet épisode. Est-ce que l'IA va vraiment prendre nos places? L'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, a publié en 2025 un rapport et ce qu'il dit est à la fois rassurant et exigeant. Un travailleur sur 4 dans le monde est dans un métier exposé à l'IA générative. Mais ce n'est pas parce qu'un métier est exposé qu'il va disparaître. Il sera impacté d'une façon ou d'autre, mais pas forcément de disparaître. Parce que la grande majorité des métiers, même exposés, contiennent des tâches qui nécessitent l'humain. Ce que l'OIT conclut, c'est que l'impact le plus probable de l'IA n'est pas la suppression d'emplois, mais leur transformation. Et les métiers les plus exposés, je vous cite quelques-unes, les fonctions administratives et cléricales, comme les saisies de données, secrétariat, comptabilité, mais aussi de plus en plus des métiers qualifiés dans la finance, le développement web également et les médias numériques. Et il y a une donnée qui m'a particulièrement frappé, ce sont les femmes qui sont le plus exposées. Dans les pays à haut revenu, près de 10% des emplois féminins sont dans la catégorie la plus à risque, contre 3,5% pour les hommes. C'est le reflet d'une réalité de ségrégation professionnelle que l'IA ne crée pas, mais qu'elle risque d'amplifier si on n'y prend pas garde. Ce chiffre, je voulais vous le dire parce qu'il nous rappelle que les impacts de l'IA ne sont pas neutres. Ils touchent plus certains que d'autres. Et ça, c'est une responsabilité collective. Et avant de conclure, un mot net sur les limites. Juridiquement, le cadre est encore en construction. L'AI Act européen déploie des règles progressivement. Les droits des collaborateurs face aux décisions algorithmiques ne sont pas encore tous cristallisés et les entreprises naviguent parfois à vue. Et côté financièrement, l'IA coûte. Un chatbot interne sérieux, c'est dans les 6 chiffres, c'est à peu près 100 000 euros. Les PME et les structures publiques ne peuvent pas toujours suivre et ça crée un risque de fracture réelle entre grandes entreprises et petites structures. Et puis il y a ce que les DRH interrogés dans la littérature appellent le risque de gadgetisation. Donc c'est s'équiper d'intelligence artificielle pour paraître moderne sans l'intégrer dans une vraie stratégie. Des outils coûteux, peu utilisés, qui ne résolvent rien. Et c'est un piège.
On arrive à la fin de cet épisode et je veux être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais un peu peur. Peur de vous dire des choses qui allaient vous inquiéter, peur de ne pas avoir les réponses. Et puis j'ai réalisé quelque chose. L'IA n'est pas la première révolution que l'humanité traverse. Il y a eu l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, l'ordinateur, l'Excel, le logiciel, Internet. À chaque fois, des métiers ont disparu. À chaque fois, d'autres sont nés. À chaque fois, on a eu peur. Et à chaque fois, l'humain s'est réinventé. La différence aujourd'hui, c'est la vitesse et la complexité et le fait que l'IA touche non plus seulement les tâches manuelles, mais les tâches cognitives. Mais voici ce que je sais et ce que les recherches confirment. Ce que l'IA ne peut pas faire, c'est ressentir. Elle ne peut pas se tromper et apprendre de cette erreur avec de l'émotion. Elle ne peut pas tenir la main de quelqu'un dans un moment difficile. Elle ne peut pas prendre une décision difficile en portant la responsabilité morale de ses conséquences. Elle ne peut pas être vous. Alors oui, les entreprises doivent se préparer, les RH doivent monter en compétences, les managers doivent apprendre à travailler avec l'IA, les collaborateurs doivent comprendre ces outils pour ne pas les subir, mais par-dessus tout, et c'est le message que je veux laisser aujourd'hui, ne laissez pas l'IA vous faire oublier que vous êtes un talent. Votre singularité, votre expérience, votre façon unique de lire le monde, c'est ça qui a de la valeur. Et ça, aucun algorithme ne peut le copier. La question que je vous laisse là maintenant, est-ce que vous êtes prêt, prête à faire avec l'IA plutôt que de la subir? Et peut-être plus profondément, qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps libéré? Si l'IA prend les tâches que vous trouvez les plus épuisantes? C'est ça la vraie question. En tout cas, une chose est sûre, le monde du travail change et comprendre ces transformations devient essentiel, que l'on soit étudiant, jeune diplômé ou manager. C'est justement ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode de Mesdames, Messieurs les talents. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Très bientôt, des invités viendront également partager leur expérience et leur point de vue sur ces sujets. Et d'ici là, rappelez-vous, dans chaque organisation, dans chaque équipe, il y a des talents. Mesdames, Messieurs, les talents, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.